Ah, H, vous tombez bien. Enfin, Q, depuis le temps, vous pouvez m'appeler P. T'as cru qu'on était collègues ou quoi? Moi, je te file les gadgets et c'est marre. Hein. Le soir, chacun rentre dans sa confouine et on s'oublie, j'aime autant. Bien. Donc, tu vas devoir combattre le pire ennemi qu'on aura affronté jusque-là. Un ennemi redoutable, passé maître dans l'art de la manipulation en se faisant passer pour un martyr et qui diffuse le pire des virus. La désinformation. Ah bon? Vous êtes sûr qu'on l'a pas déjà fait avec Elliot Carver dans Demain ne meurt jamais? Non, mais là, je te parle d'un mec qui se fait passer pour un sauveur de l'humanité alors qu'il roule juste pour son cul. Ouais, comme Dominic Green dans Quantum of Solace. Mais tu vas la fermer, ta mouille? Là, je te parle d'un gars qui veut refourguer des doses de molécules potentiellement dangereuses à la Terre entière sous prétexte qu'on les connaît depuis 400 ans. Oui, comme Frank Sanchez dans Permis de tuer. Merde, voilà, je me casse puisque monsieur H est plus malin que tout le monde. Non, Q, s'il vous plaît, j'ai besoin de vos gadgets hautement improbables, extrêmement chers et voyants qui vont tous me servir comme par hasard dans ma mission. Ouais. Bon, voilà un stylo. Explosif? Quoi? Non, c'est juste un stylo, c'est pour écrire des trucs. Tu cliques une fois, la mine sort, deux fois, la mine rentre. Mais y a un truc un peu spécial, jet d'acide, munitions cachées, bombes. T'as un aimant sur le côté, tu pourras voir si le gars est vacciné ou pas. Sérieux, ça marche vraiment ce truc? Bien sûr que non, triple andouille! Mais les disciples de notre gars y croient, c'est tout ce qui compte. Ah ok. Et j'ai droit à une Oméga ou pas? Une Oméga, la montre super chère que tu vas péter en 2-2? Non, tiens, une Apple Watch si tu veux lire l'heure. Une Apple Watch explosive? Voilà, typiquement, pourquoi on te file pas d'Oméga. Non, c'est une Apple Watch normale. Mais c'est mon Apple Watch, ça? Oui, et? Bah, je sais pas, vous l'avez customisé un petit peu? Ouais, elle fait GPS, cardio, et tu peux recevoir tes mails dessus. Cool. Non, j'ai droit à une Aston Martin aussi? Une Aston Martin? T'es pas malade? Pourquoi faire? Bah je sais pas, pour rouler vite, pour suivre les méchants... Avec une bagnole de 50 piges à 1 million d'euros. Alors déjà, à ce prix-là, même pas en rêve tu la regardes, et tu crois vraiment que le gouvernement a que ça à foutre de son pognon? Donc non, tu poursuivras des gains en bagnole, et au pire, on te trouvera une Twingo Sport, hein, ça sera aussi bien. Ah, tiens d'ailleurs, en parlant de Twingo, tiens, un rouleau de PQ. Un rouleau de PQ explosif? Mais pourquoi explosif? Et je te jure, t'as un problème toi, hein. Non, c'est un rouleau de PQ normal pour essuyer si jamais t'as une envie pressante. Bon, à la rigueur, si un jour tu te lances en politique, tu pourras toujours t'en servir du bulletin de vote. Enfin, le principe reste le même, hein, se torcher le derche avec. Par contre, si tu le retournes, tu vas pouvoir interviewer le professeur en question. Il t'accordera sa confiance. Mais du coup, vraiment, j'ai pas droit à une Oméga? Casse-toi. Ah si, pardon, dernière chose. Le PQ, s'il en reste, tu me le ramènes. Le reste, tu peux garder. Par contre, très important, il y a une arme que tu ne pourras pas utiliser dans ton combat. Une arme redoutable, mais qui a tendance à rendre fou les sbires du professeur IHU. L'humour. Ouais, le second degré, tout ça, si tu le sors, ça va les exciter direct et ils vont te tomber dessus. Donc, voilà, barre-toi maintenant. Merci Q. Ce qui a fait l'image de James Bond, c'est bien entendu son côté séducteur qui se balade dans les plus beaux lieux du monde, Monaco, Japon, Thaïlande, Vierzon, Suisse, au bras de femmes sublimes et de bagnoles de rêve. Mais l'agent secret le plus célèbre, déjà le principe est totalement con, hein, mais qu'il est secret, mais célèbre. C'est une sommité, il est connu de partout. Pour un espion, ça commence mal. James Bond, donc, ne serait pas complètement James Bond sans également ses iconiques gadgets. Imaginés par son auteur Ian Fleming dès les premiers romans, ils font partie intégrante de l'imaginaire de cet espion pour le moins exotique. Si tu veux voir de vrais espions, t'as le Bureau des légendes par exemple, hein, ou le magnifique film de Frédéric Schoendorfer, Agent Secret. Pardon, rien que d'en parler, ça m'a rappelé les émotions dans la salle de ciné. Bref, on est très très loin du gars qui fait toujours tout péter à la fin.
Au cours de ses aventures, pour pallier son manque total de discrétion et d'approche furtive, on est plus sur de l'olifant qui charge que sur du Solid Snake avec le bonhomme. 007 aura à sa disposition une panoplie de plus de 160 gadgets, du plus ingénieux au plus débile. Souvent totalement improbable. À quel moment tu te dis tiens, un stylo rempli d'acide ou une montre qui tire des lasers me serait bien utile, ou totalement hors de prix, comme les montres ou les bagnoles. Un peu moins présent avec Daniel Craig, ils ont eu leur âge d'or dans les années 70. Et même si j'adore les derniers James Bond, le côté plus réaliste et profond que les divertissements de Roger Moore, j'avoue que Quantum of Solace, c'est clairement celui qui m'a le moins plu. De l'ère moderne, non, parce que sinon, en termes d'ennui profond, on peut pas rivaliser avec Rien que pour vos yeux. C'est un épisode de Derrick au cinéma, pour ceux qui l'ont pas vu. Quantum of Solace, c'est le film de toute la saga où il y a le moins de gadgets. Il y en a pas, en fait. Enfin, si, mais juste un téléphone, quoi. Donc cette vidéo ne parlera pas de Quantum of Solace. Je viens juste d'en parler. 4 fois déjà. Des armes, des accessoires, des objets anodins transformés en armes mortelles, des trucs planqués dans d'autres trucs, les gadgets ont participé à forger notre imaginaire collectif. Gamin, on voulait tous une bagnole de James Bond, des lunettes pour voir à travers les vêtements comme dans Le Monde ne suffit pas, ou des jumelles d'espion. Expression popularisée par l'agent de Sa Majesté. Ça ne sert strictement à rien, mais même pas en rêve, je me sépare de mes jumelles infrarouges. Parce que ça fait James Bond. À défaut d'avoir sa bagnole ou sa montre. Tous les ersatz d'espions, Austin Powers ou autres Johnny English, ont tous leurs gadgets. Parce que ça fait partie des codes du genre. T'enlèves ça, il y a un truc qui cloche. Si parmi la centaine de bidules qu'ils se trimballent partout, certains peuvent paraître un peu désuets aujourd'hui, à l'époque, certains d'entre eux, c'était carrément de la SF. Dans la plus pure tradition des films d'espionnage, Sean Connery a embarqué avec lui pas mal d'appareils photo révolutionnaires, des microfilms, des systèmes de copie de documents. On cache un appareil photo dans un briquet dans Moonraker. En gros, tout ce que fait un téléphone portable classique aujourd'hui, mais qui à l'époque était juste ouf. Même dans le plutôt récent Casino Royale, 2006, un super téléphone capable de prendre des photos en rafale est un vrai ressort scénaristique. On va y revenir sur ce téléphone. Les systèmes de traçage aussi sont très présents. Goldfinger, Octopussy, Casino Royale, etc. Les technologies évoluent mais sont toujours à la limite de ce qui est faisable à l'époque ou sur le film. Aujourd'hui, tu localises tes AirPods par satellite pépouze, tu te poses même pas la question. Mais il y a 60 ans, suivre un gars à distance, c'était pas courant. Il y a toujours une volonté d'inventer, d'anticiper la techno à venir et donc de faire rêver. Sans forcément que ce soit plausible, mais on se contente pas de ce qui existe. Bien entendu, parmi les gadgets, les armes sont multiples. Du simple Walter PPK aux engins explosifs dissimulés dans un réveil, dans une ceinture, une bagnole, du dentifrice ou encore dans des stylos. James Bond a beaucoup de stylos. Des qui explosent, qui tirent, qui lancent du feu, qui contiennent de l'acide. Quoi de plus anodin qu'un stylo, après tout, C'est petit, insignifiant, commun. L'arme idéale. Par contre, en termes de subtilité, on repassera. Jusque-là, on reste quand même sur du relativement bourrin. Mais dans Les Diamants sont éternels en 71, on commence à avoir des trucs un petit peu plus exotiques, comme le modificateur de voix ou les fausses empreintes digitales, à peine pompées sur la série Mission Impossible. Faut dire que depuis 5 ans, les aventures de Monsieur Phelps et son équipe commencent à ringardiser l'agent britannique. Il faut donc se mettre à la page. Innover ou au moins suivre la tendance. Mais l'avantage du cinéma, le petit plus qu'on a toujours par rapport à la télé, c'est qu'on a les moyens. Notamment des moyens de transport. 007 a l'habitude de piloter tout ce qui lui tombe sous la main. Bateau, moto, autogire, mini-jet Acrostar, le plus petit avion à réaction du monde, et même une navette spatiale dans Moonraker. Mais un des trucs qui a le plus fait fantasmer dans les chaumières, c'est bien le jetpack. En 1960, dans Opération Tonnerre, bien avant les expérimentations d'un certain Tony Stark, Bond s'échappe du repère des méchants grâce à un jetpack, un vrai prototype, la Rocket Belt développée par Bell Aerosystems. Le truc fait rêver, mais avec son autonomie réelle de 21 secondes et les centaines de milliers de dollars de sa conception, le merdier reste un lointain fantasme. Depuis, la réalité dépasse la fiction avec des prototypes toujours plus dingues et plus performants, et un look un peu moins dégueulasse que celui de 1960. Et je vous mets les liens en description, bien entendu. Et voilà. C'est tout ce que j'ai à vous dire à ce sujet. Bon, ok, les gadgets c'est cool, mais pas toujours. Il y en a aussi des vraiment claqués, pas tellement dans la veine de la classe de James Bond. Tu sens que des fois, les scénaristes écrivaient le truc le dimanche après-midi pour le lundi matin en comatant à moitié sur le canapé de Tata Simone après son énième ratage du gratin à l'andouillette. De l'improbable clé qui peut ouvrir 90% des portes du monde dont tu n'es pas joué. Comment t'as fait pour te libérer, toi, là? Grâce à la clé universelle, 79,90 €. Si tu la commandes avant lundi, t'as 20% de réduction. Salut Vincent. Au dégueulasse scooter des mers Dynafoil Mark 1, c'est pas les plantages qui manquent. Comme le truc qui permet à Bond de respirer sous l'eau pendant 3 minutes. Ouais, c'est cool. Pour mémoire, Bond est un marin et un plongeur hors pair.
3 minutes, c'est de la merde hein, pour un mec entraîné. Ethan Hunt, lui, tient 6 minutes dans Rogue Nation, et Kate Winslet a carrément explosé le record d'apnée avec 7 minutes 14 pour Avatar 2. Donc filer ce genre de truc à James Bond, c'est comme lui apprendre à tirer ou à se battre. Hein. Niveau maîtrise de son univers, c'est du niveau Ryan Johnson avec Star Wars. On a d'autres exemples absurdes, hein, comme le parachute Union Jack dans L'espion qui m'aimait. Non, vraiment, l'accessoire parfait, hein, que dis-je, indispensable à tout agent secret, putain de bordel de merde! À quel moment tu te dis que ce truc-là est une bonne chose? Malheureusement, l'ère Roger Moore ouvre la voie à pléthore de gadgets totalement éclatés au sol. Probablement pour essayer de rehausser les scénars en mousse. Et pour moi, on atteint des sommets de plus rien à foutre d'en vivre et laisser mourir avec sa montre qui fait 6 circulaires et intègre en plus un système qui peut générer un champ magnétique de ouf capable de dévier une balle. Si. Le pauvre. En plus du scooter précédemment susnommé, il doit en plus se coltiner un pathétique sous-marin crocodile dans Octopussy. Idée moisie sur pattes, mais qu'ils ont quand même ressorti dans Dangereusement Vôtre, avec un bateau camouflé en iceberg cette fois. I thought you'd never get back. Et j'en ai parlé juste avant. Oui, c'est cool quand t'as 13 ans et les hormones qui se mettent à briller, mais en vrai, les lunettes qui te permettent de voir à travers les limaces, non. Très fort potentiel cringe. Tu fous ça à Daniel Craig, t'as un nouveau mouvement gilet jaune qui s'organise pour cramer des cinémas, c'est obligé. On peut encore aller très loin en mode balèque de la physique avec la fameuse cigarette pistolet de On ne vit que 2 fois. Plutôt que de lui repeindre la couscoussière au plomb, Blofeld permet à Bond de fumer une dernière cigarette avant de le jeter au requin. Parce que pourquoi pas. Cigarette qui contient une balle, qui peut tuer quelqu'un, mais qui n'explose pas à la gueule de Bond au départ. Ouais, ok. Heureusement, le gars est toujours bien sapé avec des montres dignes de ce nom. Ça évite le ridicule total. Parce que serait un gentleman sans une montre digne de ce nom? Moi, je ne sais pas du tout, là. Rien, non? Et on peut dire qu'il en a eu des belles. À la base, Ian Fleming, très fan de sa Rolex, décrit son personnage portant sa toquante fétiche, une Rolex Submariner. Les montres vont alors avoir un rôle plus ou moins important dans les films, avec en 1965, dans Opération Tonnerre, ma montre préférée. Q intègre un compteur GGR à une base de Breitling. Et tu connais ma passion pour le nucléaire, donc je trouve ça carrément cool. Alors, je précise, hein, c'est ma montre préférée avant 1995. On s'en fout de ta vie. Oui, c'est vrai. Mais c'est pour expliquer. Ouais, ben on s'en tape toujours. Dans les films suivants, Sean Connery portera ses montres perso dans 2 films, rien de foufou, mais dans l'ensemble, hein, de George Lazenby jusqu'à Roger Moore, on reste sur de la Rolex dans l'esprit Ian Fleming. Bond alterne également les montres plus ou moins gadgets sans grand intérêt, entre Seiko Digital, Tag Heuer ou toujours la Rolex Submariner. Et pour le moment, ce sont juste des accessoires comme d'autres. Ça fait classe, on lui pose des bracelets plus ou moins coruscants parce que ça claque, mais souvent la marque n'est même pas visible à l'écran. Et puis arrive GoldenEye en 1995. Changement de philosophie, changement de marque, Bond porte alors la montre que si à 40 ans t'en as pas, t'as raté ta vie. Merde, il y a eu le Covid entre temps et j'ai eu d'autres frais. Mais un jour, j'en aurai une. La montre des astronautes du programme Apollo, la marque qui est allée sur la Lune, donc une Omega. Et à partir de là, c'est plus un simple accessoire, mais un véritable partenariat. Omega s'affiche ostensiblement au cinéma, et Daniel Craig trône dans toutes les vitrines de la marque. Omega et James Bond sont maintenant indissociables. L'horloger a même sorti plusieurs éditions spéciales 007, et quand Q équipe une de ses montres de laser, d'un détonateur ou d'un grappin, dans le cahier des charges de tournage, le gros plan sur la marque est obligatoire. Les films coûtent cher, les enjeux sont énormes, et les studios seuls ne suffisent plus. Il faut faire de la place aux marques. Le placement de produit, on appelle ça. Les films de la franchise 007 n'ont pas toujours été des cartons, même si depuis 1995 et GoldenEye, et depuis l'ère Daniel Craig encore plus, le moral est plutôt au beau fixe. Mais on peut pas vraiment en dire autant du studio emblématique MGM, qui ne capitalise en fait que sur cette franchise, insuffisante pour redresser les comptes. Du coup, les placements de produits et les partenariats se multiplient. Pour Omega, c'est avant tout une démarche artistique qui est vendue. La costumière Lindy Hemming dit avoir choisi cette montre, car pour elle, James Bond, un marin plongeur et un gentleman discret, se devait de porter une Seamaster avec un cadran bleu. Et d'un point de vue artistique, encore une fois, je ne peux qu'être d'accord. Surtout avec Brosnan ou Craig, étant censé être plus jeune, une marque comme Omega me semble plus correspondre que Rolex, plutôt perçue comme une marque de daron. Avis totalement subjectif, je peux totalement me tromper, mais je trouve que Omega correspond plus au Bond moderne. Par contre, les gros plans sur l'ordinateur Sony ou le téléphone Sony Ericsson K800 qui fait GPS et photo en rafale, là le doute n'est plus permis. C'est clairement une histoire de gros sous. Les marques payent pour apparaître dans Bond.
Bond. D'ailleurs, avec le report de la sortie de Mourir peut attendre en salle de main, Sony a exigé de retourner quelques scènes avec des modèles plus récents de ses appareils. Le but n'est ni scénaristique ni artistique, c'est purement commercial. À deux doigts d'être un YouTuber, le James. Ce film est sponsorisé par le désodorisant 00 Chiottes, pour des chiottes qui sentent toujours Bond. Et quand Bond fait faux bond, deux jeux de mots à la suite, à Aston Martin dans GoldenEye, Demain ne meurt jamais et Le monde ne suffit pas pour passer chez BMW, c'est parce que la MGM n'avait plus les moyens de s'asseoir sur le pognon de cette grosse marque. Après, la Z8 télécommandée est quand même carrément cool, et les gadgets et autres modèles rappellent quand même fortement ceux de l'emblématique, de la mythique, de la portaphologique Aston Martin DB5. Une partie du succès des James Bond passe bien entendu par ces bagnoles. Elles sont des modèles emblématiques du cinéma au même titre que la Mustang de Bullitt ou de la DeLorean de Retour vers le futur. Bond a conduit des BM, donc une 2 chevaux, il est allé sous l'eau avec une Lotus, il a même fait un tonneau, une première mondiale. Pour la petite anecdote, ce petit exploit a été accompagné par un massacre en règle lors de la sortie en salle. Le réal s'est ajouté un effet sonore de cartoon serait drôle. L'erreur a été rectifiée depuis. James a également conduit la sublime Toyota 2000 GT dans On ne vit que deux fois. Seul souci de taille, un souci de taille. Sean Connery mesurait 1m88. Il ne rentrait donc pas dans la voiture. Mais le producteur Albert R. Broccoli voulait absolument celle-là. Ils en ont donc fait un cabriolet. Mais la bagnole, la marque la plus iconique et indissociable de James Bond reste celle de Papa Stroll. Aston Martin. Et plus particulièrement encore l'Aston Martin DB5. Pas compliqué, elle apparaît dans 8 films et dans 4 sur 5 avec Daniel Craig. C'est la bagnole de 007. Et si tu la fous dans un autre film avec un autre héros, c'est forcément que le gars se prend pour l'agent du MI6. Ou qu'il y a une référence. C'est comme si moi j'avais un poster de Clara Morgan dans mon décor, ça serait forcément une référence à 12 par sec. L'engin est tellement iconique qu'Aston Martin en a ressorti 25 exemplaires édition spéciale James Bond, vendues chacune à 3 millions d'euros. Et tu peux même pas rouler sur la route avec. C'est dans Goldfinger que la DB5 apparaît pour la première fois. Dans le roman, Bond conduit une DB3, mais forcément 007 vit avec son temps. Donc on adapte le dernier modèle. Et pourtant, au début, chez Aston, les mecs étaient pas ultra chauds. Déjà 2 films de James Bond étaient sortis, mais c'était pas encore le monument que c'est aujourd'hui. Mais pour Broccoli, le producteur, il fallait absolument que Bond conduise une DB5. Finalement, Steve Agee, le Lawrence Stroll de l'époque, finit par filer 2 modèles, dont le prototype de la DB5 elle-même. Et là, John Steers et Ken Adams, directeur des effets spéciaux et chef décorateur, s'empresse de pas la respecter, en lui collant tous les gadgets possibles, comme le cultissime siège éjectable. La DB5 est bardée de gadgets ultra cool, comme les mitrailleuses qui sortent des phares, concept repris dans Mourir peut attendre. Elle crache de l'huile, des clous pour semer les poursuivants, elle a des éperons qui sortent des roues comme dans Ben-Hur, une plaque par balle que, pour la petite histoire, un mec devait se faxer à l'intérieur du coffre pour pouvoir la soulever, ou encore les fameuses plaques minéralogiques rotatives, reprises notamment dans Opération Tonnerre ou le cultissime Taxi. Donc là, les gars de chez Aston pètent un câblage, mais le succès du film est énorme, et à partir de là, le mariage entre Bond et Aston Martin est scellé. Dans Spectre, Bond conduit carrément un modèle exclusif, la DB10, dessinée spécialement pour le film et construite seulement à 3 exemplaires, dont un qu'un des cascadeurs a craché. Bon, jusque-là, tu me diras, c'est son boulot, mais non, il l'a craché en dehors du tournage. Le mec s'est servi pour partir en week-end avec maman, et bim, à la flotte. Non, ça fait bien sur un CV. Ces bagnoles sont sublimes, elles ont une ligne absolument incroyable, elles sont puissantes, classe, mais elles sont surtout équipées de gadgets géniaux, comme donc le siège éjectable, repris dans plusieurs autres films, comme dans Meurt un autre jour, dans la V12 Vanquish, pour la cascade probablement la plus éclatée de tous les 25 films. Cette scène. Bond glisse sur le toit, et pour se retourner pour esquiver un missile, il active le siège éjectable. Bon, alors déjà, ok, le truc est suffisamment puissant pour te faire décoller les Hinton 8 de la caisse, pas de souci. Autant te dire qu'en utilisation normale, tu appuies sur le mauvais bouton en voulant lancer la clim, la seconde d'après, tu te fais satelliser le boule à chatouiller la rondelle de Thomas Pesquet. Mais bon, outre les VFX lamentables de cette scène, de ce film, ça a demandé des semaines de répétition pour cette cascade, pour finalement à l'écran seulement 11 images. Ça s'appelle se bouffer les douilles en budget de prod. Les voitures sont généralement blindées également, la V12 Vanquish de Brosnan peut carrément disparaître, et tout cet imaginaire contribue en grande partie à faire rêver le gamin enfoui en nous. James Bond, l'agent secret, l'espion au service de Sa Majesté, tout ça là, l'intitulé de départ, balèque total. Le gars n'a absolument rien d'un espion, il est aussi secret que les opérations de chirurgie esthétique des Bogdanov, et son patriotisme, bon, c'est pas Jack Bauer non plus, quoi. Vous n'aviez aucune habilitation.
Trois principes faux qui posent les bases prétextes à une avalanche de kiff, de lieux sublimes, de femmes fatales, de méchants charismatiques, d'intrigues simples et directes, de bagnoles qu'on fantasme et de gadgets qu'au final on rêve tous d'avoir. C'est ça James Bond, tous les ingrédients exotiques qui en font la saga d'action la plus dingue de l'histoire. Donc merci pour tout ça et hâte de voir qui sera le prochain à nous sortir une machine à rêver de sa boîte à gants trafiquée par le génial Q. Partout. Le génie est partout. Et pour tous les gros dégueulasses qui se sont demandé toute la vidéo si j'étais en short, bien entendu.